Soyons honnêtes, mourir, c'est bête. On est là comme des bons vivants et on fait des projets tenter plus. On se projette à une semaine, un mois, un an, une éternité. On promet qu'on ira voir Pierre, Paul, Jacques dans les meilleurs délais. On construit sa maison, on économise pour les vacances. On se dit qu'un jour prochain, on écrira ce fameux roman qu'on a dans la tête depuis des lustres et qui ne pourra que marcher. On tire des plans sur la comète et paf, on se réveille un matin et en fait non, on est mort. Oh, pour une connerie, hein. Une rupture d'anévrisme, un accident de moto, un crabe foudroyant ou pour d'autres joyeusetés dont le destin a le secret. Bref, on meurt, et la plupart du temps sans même prononcer de phrase historique. Soyons donc honnêtes, mourir, c'est bête. Heureusement, si mourir c'est bête, la façon de mourir est toujours tragique, et nos proches en pleurent lors de nos funérailles en sont la preuve formelle. Pourtant, il existe, dans l'histoire avec un grand H, comme Gontran, des célébrités qui sont mortes de façon tellement drôle ou stupide qu'on a bien voulu qu'il existait déjà à l'époque le cinématographe. Sûr qu'alors, on aurait cru à un sketch, à une caméra cachée justement, avec l'assemblée générale au funérarium qui se tient les côtes, tellement le souvenir du trépas de l'autre con dans la boîte est hilarant. Je vais vous en raconter quelques-uns. Dans le monde impitoyable du règne des cieux, et pas celui des dieux, mais des oiseaux, les rapaces se livrent à un ballet sauvage et majestueux. Ils sont les seigneurs des airs, les prédateurs implacables, dont la cruauté inégalée se déploie telle une tragédie grecque au sommet des montagnes ou dans les déserts arides. Le rapace, avec une grâce presque macabre, repère sa proie d'en haut comme on lirait un menu. La dite proie, petit point à l'horizon gastronomique du volatile, est souvent condamnée, outre à être bouffée, à passer sa vie à ras la terre, dépourvue d'elle qu'elle est. Une vie courte de médiocrité, de fatalité et de nourriture dégueulasse. Affamé, lui aussi, le rapace plonge alors en piqué, ses serres acérées comme des glaives antiques s'emparent du pauvre petit animal dont tout le monde se fout et sur lequel la fatalité s'abat tristement. Si ça se trouve, la pauvre bête en était, elle aussi, à se promettre d'écrire son fameux roman. Mais ce n'est là que le premier acte de ce drame aérien. L'indigent animal, toujours vivant mais terrorisé, se voit ensuite offrir un baptême de l'air. Car la pièce maîtresse de l'appétit du rapace réside dans l'art ancestral et subtil de briser la chair et les os pour accéder à leur précieux contenu. Le rapace choisit alors une pierre rude et implacable, si dure qu'on dirait l'habitat 12 par sec, et il lâche alors Monique, parce que le pauvre petit animal est une femelle, de très haut, et celle-ci se rétame sur le roc avec une force inouïe dans une explosion de sang, de boyaux et d'écailles. Car oui, Monique est une tortue. Monique, fragile et impuissante malgré sa carapace, est alors brisée et son essence est exposée à l'implacable appétit du rapace. Il ne reste plus à l'oiseau qu'à déchirer et dévorer sa proie sur l'autel de la survie, dans une tragédie éternelle qui se joue jour après jour sous le regard impassible des autres dieux, ceux des cieux. Cette fois. Putain, et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi? On dirait un texte écrit par Gontran H. Faut que je vérifie, si ça se trouve c'est le cas. Bon. Abandonnons quelques secondes l'animal féroce qui suce les os de Monique la tortue avec gloutonnerie et poésie sombrement romantique, et intéressons-nous à quelqu'un qui semble n'avoir aucun lien avec le monde fabuleux de la prédation. Échille. Vous connaissez ? Échille était un dramaturge grec antique. Il a donné un sens à la tragédie bien avant que Plus belle la vie ne nous rende tragiquement incultes. Nous sommes à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où Netflix est encore en phase bêta chez les dieux de l'Olympe et où le seul divertissement digne de ce nom est donc le théâtre grec. Échille est un visionnaire et fameux bosseur. Il écrit plus de 100 pièces et remporte moult concours. Il a un sens du drame tellement aigu qu'il peut faire fondre les cœurs de pierre comme autant de mottes de beurre au soleil de la Méditerranée. Ses tragédies sont intenses et son succès interplanétaire. Quand Échille écrit une pièce, il ne plaisante pas. C'est du lourd, du costaud, du genre de trucs qui vous font réfléchir à la vie, à la mort
et à pourquoi personne ne peut plus se parler sans se poignarder dans le dos à l'ancienne. Et c'est là qu'on va bien rigoler. Eschyle est chauve. Encore plus chauve que Sébastien de Vous avez le droit et sa perruque en peau de fesse. Son crâne est si lisse que, vu d'en haut, il ressemble à un morceau de marbre blanc. Vous voyez où je vais en venir? Eh bien tout juste. L'histoire veut que l'aigle de tout à l'heure, qui n'a sans doute pas une bonne vue malgré sa bonne réputation en la matière, confonde un caillou bien contondant avec le crâne relativement mou d'Eschyle. Dans sa frénésie gourmande, le rapace lâche Monique depuis le ciel sur le tragédien qui est sans doute en train de s'ébaudir de la beauté de la nature. Ses proches en rient encore. Une tortue est tombée du ciel comme un missile grec et bam, fin tragique d'Eschyle. Vous ne pouvez pas faire mieux en matière de tragédie que d'être écrasé par une tortue en vol. Bien entendu, la science, le journalisme et le tout à l'archive de l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et il se peut que cette histoire soit une légende, comme les autres qui suivent d'ailleurs pour la plupart. Mais c'est pas grave. Pour une fois qu'on peut rire de la mort, ne boudons pas notre plaisir. Tycho Brahe. Ce nom pourrait ne rien vous dire, sauf si vous êtes abonné à la chaîne de 12 Parsec, mais ça m'étonnerait beaucoup tant je sais que ma communauté est une communauté qui a du goût. 12 Parsec a en effet raconté la vie et l'œuvre de Tycho Brahe dans une vidéo dont il a le secret. Comme il vécut, mais pas tant comment il est mort. Je ne vais donc pas trop m'étaler sur le sujet, mais son trépas a toute sa place dans la présente vidéo. Celle de Tycho Brahe, évidemment, pas celle de 12 Parsec, qui est un bon vivant bien vivant. Et donc, je vais tout de même vous en parler un peu. D'autant que moi, je ne vais pas être vulgaire. Pas comme certains. L'astronome danois intitulé Tycho Brahe est celui qui a prouvé que les étoiles étaient bien plus qu'un simple fond d'écran pour nos nuits d'insomnie. Wikipédia nous dit que son œuvre a été une rupture dans l'histoire de l'astronomie et même de la science, pour la simple et bonne raison qu'il a privilégié l'observation au détriment des croyances. Une fameuse avancée en effet, et pas mal de monde à notre époque ferait mieux d'amorcer cette même rupture, ça nous ferait des vacances. Au XVIe siècle, Tycho Brahe a une ambition aussi grande que l'univers qu'il étudie. Il rêve de cartographier le ciel et de prédire les mouvements astraux. Il est soutenu par les plus grands et les plus riches et peut ainsi donner à l'humanité une somme de connaissances nouvelles et solides à propos du cosmos. Il est un grand homme de science. Et c'est là que ça devient comique. Nous sommes en 1601. Tycho Brahe se sent, a priori, tellement redevable envers l'empereur Rodolphe II, qui en a fait son astronome impérial, qu'il est terrifié par l'idée de commettre un impair lorsqu'il est en sa présence. Il perd dès lors un jour la vie pour avoir voulu garder sa dignité. Lors d'un repas fastueux, Tycho Brahe, qui est lui-même un bon vivant, mais plus pour longtemps, doit pisser. Jusque-là, rien que de très normal. Ça arrive aux meilleurs. Moi-même, parfois, je dois pisser. Cependant, il se retient tellement pour ne pas faire l'affront de son absence, fût-elle provisoire, et alors qu'en parallèle il continue de boire, qu'il est pris de violents maux de ventre et finit par passer l'arme à gauche à la faveur d'une septicémie consécutive au déchirement de sa vessie. Une horreur, mais on en rigole bien quand même. Tycho Brahe nous enseigne donc une leçon précieuse. Ne retenez pas votre urine au nom de la bienséance, mais allez l'évacuer au nom de la science. Qu'aurait en effet encore pu nous apporter Tycho Brahe s'il n'était pas mort bêtement ce jour-là? La vie est décidément trop courte pour être gâchée par une vessie capricieuse, et si vous êtes précieux à l'humanité, par pitié, allez pisser et cessez vos rondes jambes. C'est ridicule à la fin. Bien sûr, Tycho Brahe est connu pour son œuvre, mais j'ai bien peur qu'il le soit aussi pour avoir donné sa vie, pour ne pas avoir à quitter une soirée trop tôt. Plus récemment, on a le cas Michael Hughes. Michael Hughes est un brillant esprit. Son esprit critique est tellement développé qu'il est convaincu d'un tas de choses, et notamment que notre Terre est aussi plate qu'une crêpe bretonne ou qu'une bretonne qui n'aurait pas mangé assez de crêpes. Il en veut pour preuve tout ce qu'il a lu sur Internet et tout ce que lui ont dit ses copains de la Flatters Society. Bien entendu, l'immense majorité des gens qui pensent le contraire est parfaitement dans l'erreur, et il le sait. Un jour de 2016, Michael Hughes se dit « Tiens, et si je prouvais que la Terre est plate en allant dans l'espace et en le constatant de moi-même ?» Parce que bon,
C'est vrai que quand vous avez un doute existentiel quant à la rotondité d'un truc, la logique veut que vous construisiez votre propre fusée artisanale dans votre garage et que vous l'allumiez sous vous, histoire d'avoir le feu au cul et d'aller prouver au monde incrédule qu'il n'est pas de bonheur possible sans platitude de toutes sortes. Alors, imaginez le tableau. Mad Mike, comme l'appellent ses amis et aussi ses détracteurs, notre autodidacte de l'absurde, embarque en février 2020, à l'âge de 64 ans, dans sa fusée à vapeur faite maison et s'envole dans le désert californien. Son rêve, s'approcher au plus près de la ligne de Kármán, cette frontière entre notre atmosphère et l'espace, car c'est le saint graal des terres à plat. L'idée est d'aller constater qu'on nous ment et qu'il n'y a nulle courbure de la Terre à observer et qu'Apollo 11 atterrit dans un studio d'Hollywood en 69, c'est-à-dire dans un tête-à-queue mémorable. Le problème d'une fusée artisanale conçue avec l'argent d'une souscription, il a reçu 7 000 $ pour ça, de la part de généreux abrutis, dont la Flatter Society, c'est qu'elle présente tous les problèmes d'une fusée artisanale conçue avec l'argent d'une souscription. Un peu comme si, avec mon Tipeee, je me construisais une navette spatiale. Autant vous dire adieu tout de suite. Bref, Mad Mike décolle, arrache dès le départ les parachutes censés le ramener en douce sur la Terre plate et termine son vol à la façon de la tortue de tout à l'heure, dans une bouillie innommable à donner fin à un rapace. Alors, à Mad Mike, cet aventurier de l'irrationnel, nous disons au revoir avec un sourire mélancolique, un clin d'œil légèrement moqueur et un hochement de tête complice, parce qu'il a vécu sa vie comme personne d'autre. Salut l'artiste, même si ton œuvre était, disons-le, un peu perchée. Sauf que tout ou presque est faux dans cette histoire. Certes, il s'est bien craché bêtement, comme indiqué dans le thème même de cette vidéo, mais il n'a jamais été platiste. Et non, Mad Mike n'était pas si mad que ça. Son truc à lui n'était pas du tout de vérifier la platitude de la Terre. J'avais juste envie de titiller votre propre esprit critique, car nous sommes tous pareils, à savoir qu'une histoire séduisante mais fausse sonne plus vraie à nos oreilles qu'une histoire vraie racontée de façon quelconque. En réalité, je tiens des membres de Copenhagen Suborbitals, un groupe qui connaît fort bien la plupart des personnes comme Michael Hughes, que ce dernier n'était pas platiste. Rares sont d'ailleurs ceux qui, férus d'astronomie et d'aviation, croient réellement à la théorie de la Terre plate. Ce simple fait aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Le but de notre pauvre ami était de ramasser un maximum de blé pour financer la construction d'un engin de cet acabit, car il s'agissait d'un amoureux de l'espace et de la conquête spatiale. D'ailleurs, en 2016, lorsqu'il commence sa souscription, il reçoit à peine 310 $. Tout juste de quoi mettre un peu de kérosène dans la bête qui n'existe pas encore. Et lorsque l'idée lumineuse lui vient de faire croire qu'il veut surtout prouver que la Terre est une crêpe plus qu'un melon, la souscription s'envole et du coup, lui aussi. Il n'y a pas plus généreux qu'un croyant dont la raison de vivre est de montrer au monde qu'il a raison. Certes, il meurt tout de même en s'écrasant comme un climato-sceptique à qui on montre de vrais chiffres, mais la raison nous apparaît désormais bien plus glorieuse. Repartons un peu en arrière pour nous arrêter au XVIIe siècle. Jean-Baptiste Lully. Ce nom résonne comme la mélodie d'une époque révolue, une époque où la musique est à la fois un art et un divertissement à la cour de Louis XIV. À cette période de mœurs dissolues, on baise à tout va, on ne se lave que peu, mais on aime se trouver fin et subtil par de bons mots et de la musique divine. Lully, italien de naissance et naturalisé français en 1661, est un peu celui qui écrit la bande-son de cette époque versaillaise. Lully est bien plus qu'un simple compositeur. Il est le magicien qui transforme des notes en danse et des partitions en spectacles grandioses. La couronne de France virevolte au son de ses compositions et le roi Soleil lui-même est ébloui par ses talents, ce qui est paradoxal, puisque normalement, le Soleil seul n'a pas d'ombre. Il est à noter que Lully est également un homme au caractère particulier, souvent enclin à des gestes dramatiques dans la vie quotidienne. Il a beau être le soleil du roi Soleil, de par son perfectionnisme confinant au caractère de merde, il est plutôt le Claude François du XVIIe siècle. L'une de ses manies les plus célèbres est son habitude de diriger l'orchestre avec un bâton, martelant le rythme dans le sol avec une passion presque frénétique. On peut imaginer que Lully se contente pas de
composer sa musique, il la vit, la danse et la frappe avec une ferveur contagieuse. Mais vous savez ce que c'est. Quand le destin se mêle de se faire tordre de rire ce qui reste, il parvient à se contorsionner lui-même pour trouver de quoi faire. Lors d'une répétition, plongé dans l'effervescence de sa propre création, Lully donne un coup si puissant avec son bâton, titre, que celui-ci heurte un orteil, causant une blessure grave. La plaie s'infecte rapidement, à cette époque où l'eau est réputée poison. La gangrène finit par débarquer et elle attaque tout, de la jambe au cerveau. Bien entendu, puisqu'il est danseur, il refuse de se faire amputer. Il meurt donc, 2 mois plus tard, au mois de mars 1687. Lully s'est éteint comme une note finale, marquant la fin de son règne musical. Sa mort illustre la fragilité de l'homme, surtout quand il n'est que colère. Allez, un dernier, et puis on retourne parmi les vivants. Promis. Et en l'occurrence, il va s'agir d'une dernière. Connaissez-vous Sunanda Kumariratana? Ça m'étonnerait, mais on peut toujours rêver. Et même si vous connaissez, je ne pense pas qu'on puisse retenir son nom facilement. Moi-même, je l'ai étudié 2 jours pleins pour pouvoir vous le dire aujourd'hui. Sunanda Kumariratana. Sunanda Kumariratana. Sunanda Kumariratana. Vous voyez, je le tiens bien. Bref. Sunanda Kumariratana est une reine thaïlandaise née en 1860 et déjà morte en 1880 à l'âge de 19 ans dans des circonstances rocambolesques. En cette fin de 19e siècle, elle est l'épouse et la demi-sœur du roi Rama V de Thaïlande, également connu sous le nom de roi Chulalongkorn, et je ne le répéterai pas celui-là. Pour la petite histoire, son petit-fils, le roi Rama VII, prendra la poussière assez rapidement. Bon, faut être belge pour la comprendre celle-là, donc je renonce, mais soit. Revenons à nos moutons. La reine Sunanda Kumariratana est une figure royale respectée à l'époque. Un peu trop d'ailleurs. Il existe même une loi interdisant à quiconque de la toucher. Même l'effleurer revient à commettre un crime de baise-majesté, ce qui est inconcevable. Un jour, alors que la reine se promène en bateau pour rejoindre le palais royal de Bang Pa-in, en compagnie de pas mal de gardes, de gens de maison et de sa fille, la frêle embarcation chavire dans le fleuve qui est le plus gros de Thaïlande. Comme les cours de natation ne sont pas légion à l'époque, la reine et sa très jeune enfant commencent à se noyer assez rapidement. Qu'à cela ne tienne, ses compagnons de route sont tellement nombreux qu'elles vont aussi rapidement être sauvées, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. La plupart d'entre ses accompagnants ne bougent pas le petit doigt, tout simplement parce qu'il leur est interdit, par la loi citée plus haut, de toucher le moindre centimètre carré de la personne royale. Le pire est que certains courageux veulent tout de même y aller, dans un geste de sacrifice et de courage qui sera sans doute récompensé. Mais alors que les 2 ou 3 costauds se dirigent vers la reine qui n'emmène pas large, ses gardes interdisent formellement aux sauveteurs de s'approcher. Résultat, elle se noie, cette fois bel et bien, corps et âme et tout le tralala. Comme mort idiote, on n'a pas souvent fait mieux. Les gardes qui ont empêché les quelques courageux de sauver sa femme sont tout de même punis par le roi Rama V qui s'empresse également de changer la loi qui a causé le désastre. Désormais, on peut toucher la reine, mais faut pas en profiter non plus, il y a des limites. Et donc, mourir, c'est bête. Mourir, c'est bête, mais certaines personnes y ajoutent une façon stupide et franchement drôle. Ils deviennent des étoiles qu'on regrette et vénère en attendant notre propre trépas, en espérant qu'on ne soit pas, à notre tour, les responsables d'une assemblée morte de rire qui rit à en pleurer. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.